Merci pour l'invitation. Et puis, c'est un plaisir d'être ici et de reprendre les sessions cet après-midi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans l'équipe. Est-ce que vous voyez le pointeur? Voilà. Je vais vous parler de transcriptomique spatiale et plus largement aussi des approches single cell et comment on intègre la transcriptomique spatiale avec les approches single cell dans une question bien particulière qu'on a sur le micro-environnement des tumeurs hypophysaires, qui porte sur la compréhension finalement d'une population sur laquelle on s'intéresse et qui est relativement peu fréquemment retrouvée dans les cellules, dans les tumeurs, dans ces tumeurs. On appelle les cellules folliculostellaires. Je ne vais pas vous faire une grosse intro sur les tumeurs hypophysaires parce que ce n'est pas le but de cette journée. Je pense que vous êtes plutôt familiers. C'est des tumeurs qui sont relativement fréquentes, tumeurs endocrines, intracrâniennes, qui se développent à partir de la partie antérieure de l'hypophyse. Mais je vais plutôt parler de leur hétérogénéité parce que c'est un point qui nous intéresse particulièrement. Je vais vous détailler ces aspects. On en a parlé ce matin de l'hétérogénéité. Qu'est-ce que c'est que l'hétérogénéité? Nous, on s'intéresse sur les aspects d'hétérogénéité qui vont définir. D'abord, on a une hétérogénéité de présentation clinique qui est définie par les lignages qui constituent les sous-types de ces tumeurs. On a longtemps parlé de ces tumeurs en fonction de leur sous-type hormonal, en fonction des hormones qu'elles produisent, les tumeurs gonadotropes, lactotropes, thyrotropes. On a récemment changé la classification avec une classification qui est plus basée sur les facteurs de transcription qui définissent les lignages qui sont à l'origine de ces tumeurs, qui a tendance à simplifier la classification, mais qui détruit un petit peu l'hétérogénéité. Je reviendrai sur une diapo après là-dessus. Elles ont une hétérogénéité d'un point de vue clinique fonctionnel parce qu'elles vont être capables de sécréter ou ne pas sécréter les hormones, donc elles peuvent être silencieuses. Et puis, elles ont une hétérogénéité qui est un peu plus complexe à prendre en charge, c'est l'hétérogénéité de leur évolution. On a du mal à comprendre comment elles peuvent évoluer vers des stades invasifs. Et puis, les réponses thérapeutiques qui sont aussi relativement variées, sachant qu'en plus, on n'a pas un spectre de traitement thérapeutique qui est très large pour approcher ces tumeurs, surtout le sous-type gonotrope qui nous intéresse un peu plus. Et quand je parle d'hétérogénéité, alors le concept le plus basique, c'est l'hétérogénéité qu'on va avoir entre les patients. On a différents sous-types de tumeurs. C'est là où la classification avec les facteurs de transcription devient un petit peu réductrice, puisqu'on considère, nous, qu'on a 4 groupes de tumeurs gonadotropes, les FSH et LH, qui produisent les 2 hormones, les pures FSH, les pures LH et les non immunoréactives. Mais cette diversité de classification, elle est encore plus nette quand on commence à regarder l'histologie, puisque ce n'est pas blanc ou noir. Et ce que vous pouvez voir sur la diapo ici, c'est qu'on a aussi une forte hétérogénéité intratumorale. Et si on prend une coupe histologique, on la regarde dans son ensemble, on va retrouver les cellules tumorales. Ici, en l'occurrence, on les identifie par leur caractère à produire la chromogranine. Elles sont présentes partout. On regarde le caractère hormonal de ces tumeurs et on se rend compte que la majorité de la tumeur exprime FSH, l'hormone folliculo, mais une seule partie de ces tumeurs exprime LH. On a un vrai overlap de certaines zones tumorales dans la spatialisation de la tumeur qui vont être doublement positives, alors que l'autre partie est simplement positive. Donc, on a une vraie hétérogénéité, même au sein de chacune de ces tumeurs qui prend place et qui est complexe. C'est des choses qu'on essaie de comprendre au travers de transcriptomique spatiale pour essayer de caractériser les signatures spécifiques de ces différentes zones. Je ne vais pas trop parler de ça aujourd'hui, puisque je me concentre sur les cellules folliculostellaires. L'autre aspect qui est relativement net et évident, et ce qui nous a conduit à nous intéresser à ces technologies, c'est finalement une hétérogénéité qui prend place aussi au niveau cellulaire, où on se rend compte que ce n'est jamais une situation qui est blanche ou noire, mais qu'on a vraiment une hétérogénéité, une forte densité en termes de variabilité d'expression au sein même de certaines zones. Donc ça se retranscrit ici, on est encore une fois sur un même patient. On voit très bien que le marqueur qu'on utilise pour le diagnostic clinique, le facteur de transcription SF1, est exprimé partout dans ces 2 zones de tumeurs qui sont issus du même patient. En revanche, quand on regarde la fonctionnalité, on voit très bien une hétérogénéité d'expression de la FSH, c'est ce que je vous ai démontré dans la précédente diapo. Mais on a aussi une hétérogénéité fonctionnelle qui va bien au-delà de ce seul caractère de la FSH, puisqu'ici, par exemple, on voit que le caractère peu sécrétant est associé avec une prolifération augmentée, mais on a aussi des caractères qui sont associés à la différenciation avec les facteurs ORL. Et nous, c'est les questions qu'on pose dans le laboratoire. On se questionne vraiment sur les mécanismes qui vont driver, qui vont conduire à cette hétérogénéité. Est-ce qu'il existe un mécanisme fonctionnel? Est-ce que c'est lié à des mutations? Est-ce que c'est lié à différents caractères qui sont propres à ces différentes zones dans la tumeur? C'est les questions qu'on adresse et on ne se limite pas seulement à regarder les cellules tumorales en elles-mêmes, puisque nous, on intègre dans nos analyses tout l'environnement, puisqu'il fait aussi partie de cette hétérogénéité tumorale. On n'a pas seulement les cellules tumorales qui peuvent être hétérogènes, mais on l'a vu ce matin, tout l'environnement doit être aussi considéré comme une composante importante de ces tumeurs et contribue aussi activement à créer cette hétérogénéité, que ce soit les cellules immunitaires, les cellules endothéliales qui constituent les vaisseaux, les fibroblastes, etc., et les cellules folliculostellaires qui nous intéressent plus particulièrement. Et les questions qu'on se pose finalement, c'est de savoir si cette hétérogénéité au sein des cellules et au sein des tumeurs, elle est liée finalement à un mécanisme qui serait conduit, et excusez-moi de l'anglicisme, driven by l'identité cellulaire, le caractère propre de ces cellules, potentiellement l'acquisition de traits particuliers liés associés à des mutations, ou un effet collectif d'action paracrine entre elles qui pourrait conduire à faire évoluer leur propre comportement en les conduisant à produire ou ne pas produire certains facteurs.
Encore une fois, ce n'est pas cet aspect que je vais traiter. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'essayer d'imaginer et d'essayer, on a un certain nombre de démonstrations maintenant dans la littérature avec la composante immunitaire, qui est importante pour le caractère invasif maintenant de ces tumeurs, et le caractère prolifératif aussi, il y a pas mal de papiers qui commencent à sortir. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre s'il n'y a pas un mécanisme plus complexe de communication entre ces cellules tumorales et leur micro-environnement qui pourrait conduire finalement à changer l'état fonctionnel de ces cellules tumorales et à perdre cette capacité sécrétoire. Et du coup, c'est ce qui nous a conduit à nous intéresser à ces cellules qu'on appelle les cellules folliculostellaires. Alors, elles sont connues depuis un certain temps, depuis plus de 50 ans. Elles ont été identifiées de par leur capacité à avoir une structure un peu particulière, à être autour des follicules dans l'hypophyse. C'est des cellules qui sont non endocrines, donc elles ne produisent pas d'hormones. Elles vont avoir un rôle plutôt de support. Elles constituent un réseau qui va entourer les cellules endocrines dans l'hypophyse normale. On ne parle pas encore de contexte tumoral. Et elles vont former une structure du coup, mécanique, une structure chimique, parce qu'elles sont capables de produire un certain nombre de molécules, un grand nombre de molécules. Donc, elles sécrètent beaucoup de choses qui vont avoir un impact qui va être physique et un impact qui va être fonctionnel au travers de sécrétions sur la fonctionnalité et la production des cellules, production des hormones qui sont produites par les cellules endocrines au sein de l'hypophyse. On a aussi un rôle bien particulier de ces cellules, puisque souvent, et maintenant c'est relativement bien accepté, ces cellules S100, elles sont considérées comme des cellules souches, des cellules adultes souches dans l'hypophyse antérieure, puisqu'elles peuvent exprimer SOX2, entre autres, et qu'elles ont été démontrées dans les conditions physiopathologiques sur des modèles murins à être capables de conduire à la repopulation, à la formation de cellules endocrines de novo sous certains stress qui sont physiologiques. Donc, elles sont capables de senser les défauts d'organisation de l'hypophyse et elles sont capables de se différencier en cellules endocrines de novo. Et ces cellules, elles nous ont vraiment intrigués parce que finalement, dans le contexte tumoral, on ne savait pas grand-chose. On ne savait pas grand-chose, si ce n'est que les rares études qui avaient commencé à étudier ces cellules montraient, donc ici on parle de cellules S100, puisque c'est le marqueur référent qu'on utilise pour les identifier. Bien sûr, c'est un petit peu réducteur, on y viendra par la suite. Ces cellules S100, elles étaient plutôt démontrées pour diminuer dans la progression tumorale, donc il y en avait moins dans les tumeurs que dans les tissus sains. Et elles avaient quelques rôles qui avaient été décrits dans la littérature, comme celui, par exemple, de présenter, jouer un petit peu un rôle de cellules immunitaires, puisqu'elles étaient capables de présenter les antigènes, liés au fait qu'elles étaient capables d'exprimer le récepteur MHC de classe. Donc, ce qu'on a commencé à faire dans l'équipe il y a déjà un petit moment, c'est le travail d'un master, c'est finalement de reconsidérer pour savoir si on pouvait mapper, caractériser leur présentation au sein de l'hypophyse tumorale. Donc, on a pris une cohorte de tumeurs, on a fait des coupes histologiques, un marquage S100 qui définit finalement l'état et permet d'identifier ces cellules. On a fait des acquisitions d'images, on a fait de la segmentation d'images, de la quantification semi-automatisée. Et pour vous résumer la complexité de ces analyses, ça nous a conduit à identifier quelque chose d'assez paradoxal. C'est finalement, quand on regarde une tumeur, on a déjà abordé ce point, toutes les zones de ces tumeurs ne sont pas égales. Et quand on regarde la présence de ces cellules qui expriment le sang, elle est très variable en fonction des différentes zones tumorales dans lesquelles on le retrouve bien sûr au niveau de l'histologie. Et on le retrouve aussi au niveau de différents patients, puisqu'on a analysé une cohorte complète. Ici, il y a 26 patients. On se rend compte qu'il y a des tumeurs qui sont totalement dans lesquelles on n'a aucune cellule qui exprime le sang. Donc, elles sont blanchies pour l'expression de ce marqueur. Et puis, on a aussi une très forte hétérogénéité, par contre, dans les tumeurs, quand on commence à identifier ces cellules, où ici, vous avez finalement un point va représenter une zone individuelle qui est quantifiée en termes d'un pourcentage de cellules. On a une très forte hétérogénéité. Pour faire une histoire un peu plus courte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé plein de marqueurs sur des coupes sériées. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, la présence de ces cellules était associée avec certains caractères qui leur étaient propres. Ici, vous avez une tumeur. Encore une fois, on raisonne en tumeur unique. Donc, c'est un patient. On a deux zones. Une zone qui va fortement exprimer le S100, une zone qui exprime faiblement le S100. Et on fait des corrélations qui sont statistiquement significatives. On se rend compte que chaque fois qu'on a une expression de S100, on a une forte expression hormonale, on a une faible prolifération, on a aussi une forte expression de R-alpha. Et du coup, ça nous a conduit à nous questionner finalement, est-ce que ces cellules, leur présence dans certaines zones, comme elles ont des caractéristiques particulières, ces zones, est-ce qu'elles n'ont pas un rôle, soit dans la protection, pour éviter que les cellules partent dans une direction tumorale, pour éviter que les cellules perdent leur capacité à être différenciées et à exprimer, à perdre l'expression de ces hormones, est-ce qu'elles n'avaient pas un rôle à jouer là-dedans? C'est ce qui nous a conduit finalement à nous intéresser à ces approches de single cell et de transcriptomique spatiale, parce qu'on voulait vraiment aller plus loin. L'utilisation d'un marqueur S100 est vraiment très réducteur dans la caractérisation histologique d'une population. On ne peut pas se baser sur un seul marqueur, surtout que quand on commence à regarder les coupes et les marquages, vraiment à quoi ça ressemble, on se rend compte que ces cellules n'ont pas du tout la même forme, la même tête, la même intensité d'expression de l'OS. On a commencé à suspecter, ce qui avait déjà été un peu pointé dans la littérature, qu'il existait différents sous-types. Et l'idée, c'était vraiment d'aller, par des analyses single-cell, d'aller chercher ces populations qui expriment le sang, de mieux les caractériser, puis d'aller aussi spatialiser leur localisation, comme on avait déjà commencé à le faire avec des approches histologiques, pour comprendre quels étaient les facteurs, les mécanismes de transcription, les gènes qui étaient exprimés spécifiquement dans ces cellules.
Et c'est ce que je vais vous décrire un petit peu dans la suite de ma présentation. On ne rentrera pas dans les détails des approches single cell qu'on a faites, hein. Ça pourrait être le sujet d'une autre présentation, mais globalement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé 6 tumeurs fraîches, dérivées de 3 patients hommes, 3 patients femmes. C'était que des tumeurs gonadotropes. On a séquencé environ 25 000 cellules. On a procédé à l'intégration de ces données, à la manipulation de ces données, à tous les QC, les quality checks qui sont faits, les filtrations. Je n'entrerai pas une fois dans les détails, encore une fois dans les détails, pardon. Globalement, on finit, quand on regarde ces analyses, avec des clusters de cellules tumorales. On a un peu d'hypophyse normale et puis on a une grosse composante du micro-environnement tumoral. Ça, c'est attendu. On a caractérisé la composition de ce micro-environnement tumoral, puisque c'est vraiment ce qu'on va chercher. Nous, on veut trouver ces cellules S100 positives à l'intérieur de ce micro-environnement. On veut comprendre le rôle du micro-environnement dans la fonctionnalité de la tumeur. On se rend compte sur ces analyses que finalement, on a 60% de cellules tumorales dans nos études, 40% de micro-environnement. Et quand on caractérise le micro-environnement, encore une fois, je n'entrerai pas dans les détails, ce qui nous a attiré un petit peu l'œil, c'est que la clusterisation de ces populations, hein, chaque point ici va représenter une des 25 000 cellules. Quand on clusterise ces cellules en fonction de leur transcriptome et des signatures qu'elles expriment, on se rend compte qu'il y a un foyer de cellules qui expriment S100, mais qui est aussi avec une forte signature souche qu'on retrouve très faiblement représentée, mais représentée chez chacun des patients qu'on a inclus dans notre étude. Donc, c'est une population qui existe, qui est très faiblement représentée et qui a potentiellement un rôle, peut-être minime, peut-être important, et c'est ce qui nous a vraiment interrogé à ce point, à ce niveau. On a voulu aller plus loin puisqu'on s'était dit que finalement, nos études histologiques, on travaillait sur un marquage S100 qui n'était pas uniquement défini comme caractère souche. On regardait toutes les cellules S100, c'est le principe de l'immunomarquage. Donc, on a voulu faire une étude un peu moins biaisée. On est allé chercher toutes les cellules dans nos analyses transcriptomiques single cell qui exprimaient le S100. Donc, on en a beaucoup plus là, on en a environ 8%. Et on a reclusterisé ces cellules pour essayer d'identifier si on n'avait pas des sous-populations à l'intérieur de ces foyers de cellules qui exprimaient le S100 qu'on avait identifié par histologie. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait 2 populations sur ce clustering, même si les clusters ici sont relativement éloignés. L'analyse fait qu'ils sont considérés comme 2 clusters. Un cluster majoritaire en rouge ici, un cluster minoritaire en bleu. On a commencé à regarder les gènes qui étaient exprimés dans ces cellules. On se rend compte que S100 est bien exprimé à différents niveaux. Le cluster rouge ici exprime beaucoup moins que les 2 petits clusters qu'on voit ici, qui expriment beaucoup plus fortement. Et puis, on retrouve une partie des facteurs qui sont associés à la signature des cellules folliculostellaires quand on regarde la littérature, ANXA1 et vimentinib. On a ensuite regardé les marqueurs qui définissaient spécifiquement ces 2 clusters. On a ici clairement un cluster de type endocrine qui exprime fortement la chromogranine, le facteur SF1 et les hormones, donc, qui n'est aussi pas très propre puisqu'il a tendance à diffuser dans la projection qu'on fait. Donc, on pourrait questionner finalement sa plasticité, son origine. Et puis nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt les cellules qui expriment fortement le S100, ces 2 petits clusters, où là, on se rend compte qu'il y a une signature qui est beaucoup plus complexe, puisqu'elle est à la fois, elle présente des marqueurs plutôt immunologiques, comme CD14, qui est un marqueur de monocytes, et puis des marqueurs souches. Là, on retrouve nos populations souches qui expriment SOX2, SOX9. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement mis un peu de côté les cellules tumorales qui exprimaient faiblement le S100, même si on arrive à les retrouver sur nos coupes histologiques, pour se concentrer uniquement sur les S100B high. Et on a encore une fois le même process en place. On a extrait les cellules qui exprimaient, les transcriptomes de ces cellules qui exprimaient le S100. On les a reclusterisées. On arrive sur un recrutement très faible de cellules, quand on considère qu'on a séquencé 25 000 cellules. Et on regarde comment ces cellules vont se clusteriser. Elles viennent encore une fois de tous les patients. Elles expriment chacune une signature très spécifique, à la fois commune de ces facteurs associés aux cellules folliculostellaires. Mais quand on gratte sur les gènes différentiellement exprimés, ce qu'on a pu mettre en évidence, qui est représenté ici sur un heatmap, on se rend compte qu'elles ont une signature très particulière, ces populations. Une signature qui est à la fois endocrine pour le premier cluster, où on retrouve encore une fois faiblement les marqueurs endocrines qui sont exprimés, beaucoup plus faiblement que dans l'autre cluster. On a une signature qui est un peu plus immunitaire sur la base, qui a la présence de CD14, un marqueur monocytique, et beaucoup de cytokines qui appartiennent au comportement immunitaire. Et puis, on a un noyau fort de cellules qui sont des cellules souches, avec toute la signature classique des cellules souches qu'on peut retrouver dans la littérature, LAX3, PAX6, LAX4 et plein d'autres. Quand on a regardé ça, on s'est interrogé finalement aux gènes qui étaient exprimés, on fera une petite parenthèse sur AGR2, aux gènes qui étaient exprimés dans ce foyer de cellules souches qui nous intéressent plus particulièrement, puisque c'est comme ça que ces cellules sont décrites, et 100 sont des cellules souches adultes dans la littérature. On a trouvé le facteur AGR2 comme un des top hits. C'est AGR2, veut dire antérieur gradient 2, c'est une protéine qui est impliquée dans la réponse UPR, le repliement des protéines en cas de stress, qui a été relativement bien écrit dans le cancer. C'est aussi une protéine qui peut être sécrétée et qui a un rôle majeur
dans l'environnement et dans le remodelage de l'environnement. On ne rentrera pas trop dans les détails de cette protéine. Ce qui nous a surtout attiré l'œil, c'est qu'il y avait une publication d'un groupe de papiers qui sortait, qui associait cette protéine AGR2 avec la fonctionnalité invasive, c'est-à-dire que des tumeurs hypophysaires et plus particulièrement des tumeurs gonadotropes, où là, cette protéine est perdue au cours des processus d'invasion. Et la même équipe proposait que finalement, la forme sécrétée d'AGR2 pouvait être utilisée comme un marqueur de diagnostic de tumeurs hypophysaires. Alors, ça nous a un peu intrigué parce que finalement, ici, on parle d'association entre AGR2 et les cellules tumorales, alors que nous, on a plutôt identifié AGR2 dans un compartiment souche qui est très faiblement représenté. Donc, on allait gratter un petit peu. On est parti sur les analyses single cell qui avaient été faites par Frédéric Ruzamowski. Elle a fait une database qui peut être consultée sur de l'hypophyse normale à différents âges. On a du pédiatrique, du jeune adulte et de l'adulte un peu plus âgé. On allait regarder la signature d'AGR2, ce qu'on s'est rendu compte à la fois chez les hommes et les femmes, que cette signature et cette expression d'AGR2 étaient perdues au cours du vieillissement, non seulement dans les cellules gonadotropes, mais aussi dans les cellules souches qui avaient été caractérisées dans cette étude tissu normal. Là, on est dans un contexte tumoral, donc on a regardé la même chose. On a repris notre foyer d'analyse single cell. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder AGR2. Et quand on regarde ici sur la projection, justement, en UMAP ou un violin plot qui permet d'identifier clairement où est le cluster de cellules souches, on se rend compte que l'expression de AGR2 est vraiment très spécifique. Donc, soit on est dans une situation où les cellules normales vont perdre l'activité d'AGR2 et il y a un potentiel rôle dans la progression, l'initiation ou le fonctionnement de ces tumeurs, soit, ça n'a jamais été exprimé, on a un artefact d'analyse et du coup, on a une vraie spécificité d'AGR2 dans un compartiment souche. Est-ce que AGR2 est un marqueur souche ou pas? C'est quelque chose qu'on a voulu aller fouiller. On l'a fouillé d'abord avec une analyse histologique, donc on allait chercher dans des tumeurs avec coupe serriée pour voir l'expression de S100. On a des foyers S100. Est-ce que dans ces foyers, on retrouvait une expression d'AGR2? Oui, c'est le cas. On le voit bien en immunohistochimie. On a vraiment un enrichissement, une co-expression, et on allait plus loin encore. On allait regarder en immuno, où là, on trouve très clairement une colocalisation des cellules S100 AGR2. Donc, on a potentiellement un marqueur AGR2 identifié avec l'analyse single cell de ces cellules souches en l'occurrence. On a aussi pu regarder ici, et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on se rend compte que S100 est effectivement exprimé dans une petite population de cellules qui n'expriment pas AGR2, qui ont étrangement une forme endocrine. On est en train d'essayer de caractériser pour voir s'il existe réellement une population de cellules tumorales qui expriment faiblement S100 ou si c'est une population immunitaire, comme on a pu l'identifier, qui exprimerait CD14. Et c'est ces analyses qui nous ont conduits à nous interroger et nous intéresser finalement à la transcriptomique spatiale, parce que là, je vous ai présenté finalement l'identification d'une signature. On peut aller les chercher avec un marqueur histologique sur une coupe histologique, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'intégralité de cette signature. On identifie 200 gènes associés à cette population. Est-ce qu'on peut la projeter et identifier où sont spécifiquement localisées ces populations sur une coupe histologique? C'est pour ça qu'on a fait de la transcriptomique spatiale, entre autres, on a d'autres raisons derrière. L'idée, c'est qu'on prend des coupes histologiques, FFPE, cryo, on les plaque sur une lame qui contient un barcoding en zone sur des spots, et puis on part sur un séquençage qui permet d'identifier plein de choses et de faire plein de types d'analyses. On peut clusteriser les zones en fonction des gènes qu'elles vont exprimer, faire des UMAP, encore une fois, pour identifier les expressions géniques. On peut aller checker, vérifier l'expression des gènes dans chacune des zones, et on peut comme ça travailler pour aller beaucoup plus loin. On a fait ça sur une vingtaine, maintenant on en a un petit peu plus de tumeurs qui ont été séquencées. Si vous avez les clusterings représentatifs, on les a sélectionnés plus ou moins sur certaines caractéristiques particulières, soit parce qu'elles expriment des zones particulières qu'on a envie de caractériser, soit parce qu'elles expriment des choses qu'on veut étudier, en l'occurrence la présence de cellules souches. Et l'exemple des données qu'on peut obtenir est représenté ici. Après, on viendra sur des aspects un peu plus fonctionnels de déconvolution. Finalement, on part d'une coupe histologique où on voit très nettement ici une zone fibrotique, des zones tumorales qui ne sont pas visibles à l'œil, mais le pathologiste les identifie clairement. On regarde l'expression de différents gènes. En l'occurrence, ici, on regarde chromogranine. On voit très bien le pattern d'expression des spots où est retrouvée chromogranine, SF1. On a bien une tumeur endocrine qui va être plutôt LH positif et faiblement FSH. On voit très bien la différence de zone d'expression entre, encore une fois, ces hormones avec un zoning très spécifique de l'FSH. On avait pensé à des artefacts, mais on fait maintenant systématiquement des validations immunohistologiques, histologiques. C'est ce que vous avez ici. On voit très bien que le pattern d'expression génique colle très bien avec le pattern d'expression protéique qu'on peut retrouver sur ces coupes de tumeurs analysées. Pour revenir sur la déconvolution, donc ce qui nous intéressait, c'est vraiment d'aller chercher ces cellules souches S100, où elles étaient localisées dans les tumeurs. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'elles forment des foyers? Quelle peut être leur fonctionnalité? Le problématique qu'on a avec les approches spatiales, elle est connue, elle est acceptée par le champ de recherche. C'est que finalement, on va séquencer des spots qui sont représentés ici. Sur chacun de ces spots, on a plus d'une cellule. Donc, le transcriptome qu'on va récupérer sous ces spots n'est pas un transcriptome de single cell, mais un transcriptome de cluster qui va varier en fonction des zones qu'on va séquencer. Et il existe pour ça des algorithmes de déconvolution qui permettent, si on a une bonne référence, ce qu'on avait en l'occurrence entre les mains, puisqu'on avait déjà fait pas mal d'analyses single cell, d'aller identifier à l'intérieur de chacun des spots quelle est la composition et est-ce que certains spots contiennent une signature d'une population d'ethnie.
C'est ce qu'on a fait. On est reparti de notre objet en single cell, on est parti sur nos analyses transcriptomiques spatiales, où on voit ici un clustering qui a été fait. C'est la tumeur que je vous ai présenté un exemple. Et on a regardé dans un premier temps, est-ce qu'on pouvait mapper l'ensemble des cellules tumorales, l'ensemble des cellules stromales, les cellules normales et toutes les composantes. Donc, on a regroupé ces clusters. On ne regarde pas l'hétérogénéité ici. On voit très bien qu'on arrive à identifier très nettement des zones tumorales, des zones où on retrouve des cellules normales, ce qui n'est pas facile de faire à l'œil, parce qu'en l'occurrence, dans le champ des tumeurs endocrines de l'hypophyse, on a du mal à différencier les deux. Et puis, on retrouve des zones où on a une très forte signature stromale qui est identifiée par l'histologie de ces tumeurs. Là où c'est devenu vraiment intéressant, c'est qu'on a commencé à regarder finalement où se projetaient nos cellules souches d'intérêt. Et on se rend compte ici sur ces tumeurs, en l'occurrence, qu'on a un zoning très particulier avec des foyers qu'on retrouve dans certaines parties de la tumeur. Ces foyers sont systématiquement associés avec un pattern d'expression génique qui correspond au gène qu'on avait identifié dans nos signatures. On regarde SOX2, SOX9, LHX3, FX4, PAX6, pour les nommer. Et du coup, on a un zoning qui n'est pas tout à fait parfait, parce qu'on n'a pas chacun des spots qui contiennent, mais en tout cas, quand on regarde l'effet cumulatif de la projection, on retrouve un effet de zone qui est vraiment comparable. Vous allez me dire ici, vous avez regardé une seule coupe, ça marche très bien, mais en fait, on a fait ça sur toutes les coupes qu'on a, et on a maintenant une idée plus claire de la répartition de ces foyers de cellules souches qu'on pourrait avoir dans les différentes tumeurs. Alors, on a de manière assez randomisée, on a la moitié de nos échantillons qui ne contiennent pas ces foyers. Ça ressemble vraiment à ce qu'on avait sur l'analyse histologique des populations récentes. On a une partie des patients qui n'ont pas ces cellules. Mais on a aussi une grande partie, pratiquement la moitié, qui exprime des foyers, et on parle réellement de foyers. On peut avoir des foyers qui peuvent être plus ou moins gros, enrichis dans certaines zones, de ces cellules qui présentent un caractère souche, qui vont exprimer S100, qui vont exprimer SOX2, qui vont exprimer SOX9, RFX4, etc., etc. Tout le listing, globalement, des gènes qu'on a pu identifier associés à cette signature. Un des problèmes de ces approches, c'est qu'on est dans une approche qui est une approche d'expression génique, on projette, on modélise, donc on a voulu aller vérifier si ça tenait la route globalement, et c'est ce qu'on a fait. On a repris notre marqueur d'intérêt, puisqu'on l'avait identifié comme un marqueur très spécifique des cellules souches, et on allait regarder sur chacune de ces coupes si on avait effectivement une bonne corrélation entre l'expression de ce facteur AGR2 d'un point de vue histologique, donc protéique, et avec la projection qu'on faisait de nos cellules souches. Et ce qui est relativement marquant, et le point sur lequel je voudrais insister sur ces diapos, c'est que quand on a un fort foyer, on retrouve très nettement, j'espère que vous reconnaissez l'histologie de cette lésion, on voit vraiment dans la même zone, on a un très beau overlap de l'expression d'AGR2 dans les zones où on retrouve nos foyers projetés, donc on est sur de la modélisation de signature, on retrouve très nettement qu'on peut identifier ces foyers par l'utilisation du marqueur AGR2 et dire, ici, effectivement, on a des cellules qui ont un potentiel d'avoir une signature souche. Mais ça marche aussi très bien quand on a un très faible rendement. Par exemple, sur cette tumeur, c'est une tumeur qu'on considère nous comme négative, où on va voir, alors c'est relativement difficile à voir, ici on a un seul spot. On a un seul spot qui a été séquencé qui pourrait contenir une signature de cellules souches. Et quand on regarde en analyse histologique, on va prendre la région et on va aller chercher. Et ce n'est pas évident de les trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On trouve que dans la même zone, on a effectivement la présence de 3 cellules ici qui vont exprimer AGR2. Donc on a une approche résolutive qui est fortement convaincante parce qu'on a un marqueur qui est très spécifique. Donc maintenant, nous, on se pose, ça ouvre plein de questions en fait, fondamentales. Donc ici, on n'est pas sur une conclusion, on est sur une hypothèse, une proposition de modèle qui est dérivée de modèles qui ont déjà été établis dans d'autres types de tumeurs hypophysaires, comme le crânio-pharyngiome. Finalement, on se questionne, nous. On se questionne beaucoup sur le rôle que pourrait avoir cette population par rapport à ses capacités, d'une part, à différencier. Dans un contexte normal physiologique, on sait que quand il y a un stress pathologique, on a la capacité de ces cellules à différencier et à former de la cellule endocrine. Donc, est-ce que ce mécanisme a aussi lieu dans un contexte pathologique qui est un contexte de tumorigénèse? Est-ce qu'elles peuvent contribuer à former une partie de la tumeur? Excusez-moi. Est-ce qu'elles peuvent contribuer au relapse et à la formation de tumeurs de novo une fois qu'on a fait une résection chirurgicale et qu'il reste quelques parties de tumeurs sur le site chez les patients? C'est une question qu'on se pose. On laisse la question totalement ouverte. On n'a pas encore d'évidence expérimentale qui permette de conclure à ça. L'autre aspect qui nous intéresse, c'est qu'on sait que ces cellules sont capables de former des foyers et qu'elles sont, encore une fois, dans la littérature, capables de produire un sécrétome qui est fort, qui est potentiellement acteur de modélisation et de modification au sein de la tumeur. Donc, est-ce que ces cellules vont, au sein d'une tumeur, aussi avoir cette capacité de hub sécrétoire? C'est ce qu'on a voulu aller fouiller. On n'a pas non plus de conclusion définitive à ce stade. Et ce sera ma dernière diapo avant la conclusion. C'est que finalement, on sait, ça c'est la littérature, c'est une étude qui a été faite en single cell chez le poulet, où ils ont été vraiment allés regarder les réseaux de communication entre ces cellules et l'ensemble de l'hypophyse normale chez le poulet. Et ils se rendent compte, alors ce qu'il faut interpréter ici, c'est que vous avez ces cellules folliculostellaires qui vont avoir un fort potentiel de signalisation vers les différents lignages endocrines, ça c'est connu de façon dans la littérature, mais ça c'est la première démonstration d'analyse single cell. Et ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a voulu revenir sur notre analyse, nous, single cell, et aller questionner si ces cellules, effectivement souches, avaient aussi un fort potentiel de communication avec les autres cellules.
On a utilisé pour cela un outil dont on a aussi parlé ce matin pendant la première présentation, SelfMDB, qui permet d'aller chercher les échanges moléculaires entre les ligands et les récepteurs au sein des différentes analyses. On a fait ça sur nos 6 patients, on a croisé les datas. Alors forcément, plus on a de cellules folliculocellaires souches ou souches, plus on va avoir de signaux qui vont partir, puisque forcément la résolution va aussi avoir un impact important sur la profondeur de nos analyses. Et globalement, on a regardé ça dans nos populations d'intérêt, donc les populations souches, SOX2, SOX9-HER2. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, on a tout un pattern de ligands qui vont être spécifiquement et très spécifiquement produits par ces cellules. Donc, elles vont produire un nombre de signaux particulièrement important qui vont rayonner dans la tumeur pour avoir des actions multiples. On n'a pas encore une idée très claire de les cellules qu'elles vont cibler, qu'est-ce que vont être ces actions. Et on a aussi on a une autre population, dont je vous ai parlé, la cellule S100 avec un caractère plutôt immunitaire. Là aussi, on a des signatures très immunogènes qui sont représentées ici, où on a des expressions très marquées d'un certain nombre. Donc, on a maintenant des populations S100 dans la tumeur qui vont avoir des caractères très sécrétoires, qui vont être capables de remodeler. La question, c'est qu'est-ce qu'elles vont faire concrètement? Et là, il y a une vraie question ouverte, parce qu'on est en train d'essayer de chercher avec, encore une fois, nos analyses spatiales, où sont les cellules qui sont réceptrices de ces signaux. Et je conclurai ici, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais je vais laisser la place aux autres orateurs. Globalement, ce que je vous ai parlé, ce que je vous ai présenté, c'est que finalement, nous, on s'intéresse à ces tumeurs hypophysaires. On s'intéresse à une population rare qui exprime le S100, identifiée initialement il y a de nombreuses années. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une distribution spatiale très hétérogène chez les patients, donc ce qui a ouvert la question de finalement quelles étaient ces cellules. On sait que ces cellules sont associées avec des caractères qui sont très propres dans les zones où elles sont présentes. Et du coup, ce que j'ai voulu essayer d'illustrer aujourd'hui, c'est qu'avec les nouvelles approches d'omics qu'on utilise, que ce soit le single cell ou l'approche spatiale, on est capable maintenant d'aller raffiner nos connaissances sur une population rare qui est présente dans ces tumeurs, avec aller même beaucoup plus loin, puisqu'on peut aller faire de la validation histologique, aller les chercher, aller comprendre finalement quels sont les mécanismes qui sont associés dans ces tumeurs, identifier leurs signatures. Je vous ai aussi montré avec l'analyse spatiale qu'on est capable maintenant, grâce à des algorithmes, d'aller les localiser sur des coupes histologiques. Et même encore plus loin, ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'est de trouver finalement quelles étaient les spécificités des clusters associés dans ces zones. Et nous, ce qu'on retrouve, et c'est encore une fois relativement intriguant, c'est que chaque fois qu'on a ces clusters, ces foyers de cellules souches, on a toujours à proximité la présence de forts foyers à potentiel d'expression hormonale. Donc, ça ouvre la question sur effectivement, est-ce que ces cellules sont capables de différencier ou pas différencier? On est en train d'essayer de regarder comment elles pourraient dériver vers des lignages endocrines. Et le dernier point, encore une fois, en combinant ces outils, ce que j'ai essayé de vous illustrer, c'est qu'il est capable maintenant, même sur une population très rare, où on arrive à en retrouver une seule dans certaines tumeurs, on est capable d'aller chercher finalement les signaux que ces cellules vont émettre et essayer de comprendre finalement au travers de ces outils de bioinformatique, d'analyse technologique, quelles sont les cellules cibles, on est en train de les chercher, quels sont les signaux que ces cellules pourraient aussi recevoir, parce que si je vous ai uniquement présenté une communication unidirectionnelle, et finalement, est-ce qu'on est capable d'intégrer ça dans un network beaucoup plus construit et intégré qui permettrait de comprendre comment de multiples échanges peuvent, au travers de modélisation, afférer une réponse par rapport à une progression tumorale. Et je terminerai juste en remerciant tous les gens qui ont été impliqués dans ce projet, en particulier Mirella, au sein de l'équipe, tous les cliniciens, bien sûr, qui nous ont aidés à avoir accès à ces échantillons, et puis nos collaborateurs au LBMC qui nous aident à mettre en place tous ces pipelines de modélisation un petit peu pour comprendre l'inférence de signalisation et comment ces réseaux peuvent se construire à l'intérieur d'une tumeur au travers des échanges qui peuvent exister entre les cellules du micro-environnement et les cellules tumorales. Et j'arrêterai là.